Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Alors, on va essayer de voir un petit peu quelques informations assez rapidement. On va essayer de faire une vidéo relativement courte et pas une vidéo de 2 heures. Des informations qui entrecoupent ce dont on a déjà parlé. Je pense que la précédente vidéo que je vous ai fait, ça intéresse déjà pas mal de gens sur ces affaires de Bitcoin, ces affaires de crypto-monnaie, et je pense qu'on va en reparler très prochainement parce que force est de constater que, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, le forum de Davos a lieu à la fin du mois, et donc on commence à voir un certain nombre de jalons commencer à se mettre en place, un certain nombre de pièces du puzzle qui tentent à démontrer que ce dont on avait en théorie, ce dont on avait en ambition, eh bien, commence à se préciser. Avant toute chose, je voudrais vous donner une petite information personnelle. J'ai reçu ma deuxième dose de vaccin, ma deuxième dose vaccin Moderna. Et eh bien, je peux vous informer, alors je vous rassure, il n'y a pas de danger, il n'y a rien, c'est juste un effet secondaire. J'ai consulté, il n'y a pas de souci, etc. Eh bien, j'ai tout simplement, voilà, c'est, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, voilà, et vous en avez ici, voilà, vous voyez. Voilà, c'est ce qu'on appelle de la réaction cutanée. Voilà, je rentre dans les statistiques des 66 000 Américains qui ont des réactions cutanées suite au vaccin. Je traite ça avec de la pommade, un petit peu de cortisone, etc. Donc ça va se calmer assez rapidement. Il y a un suivi, évidemment, donc là-dessus, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien de grave, je ne suis pas contagieux, etc. C'est juste que, voilà, ça confirme tout simplement ce que je suis, c'est-à-dire un exemplaire pathologique particulier du fait que dans ma vie, j'ai souvent eu des problèmes avec un certain nombre de traitements, que ce soit des vaccins ou même des traitements antibiotiques. Par exemple, les antibiotiques, je ne supporte pas les antibiotiques. Donc voilà, c'est la suite logique de ma spécificité pathologique. Je vous tiendrai au courant un petit peu de l'évolution des choses, mais le fait est, c'est que grâce à cette deuxième dose, eh bien, à pas compter d'aujourd'hui, je peux travailler sans masque, c'est officiel. Quelle liberté, parce que franchement, travailler avec un masque, je vous dis pas que c'est quasiment insupportable. Voilà pour la petite aparté personnelle. On va tout de suite passer à une information qui me paraît tout à fait intéressante. Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de, d'ailleurs même dans la précédente d'avant, de la nomination alors je me souviens plus de son prénom, son nom de famille c'est Khan. Donc ça y est, j'ai retrouvé le prénom Lina Khan, donc qui a été confirmée par le Parlement à la tête de ce fameux service qui a pour responsabilité eh bien d'engager les procédures et les enquêtes concernant éventuellement une loi antitrust. Sitôt en place, sitôt à l'œuvre, le Congrès américain vient de donner carte blanche à la directrice qui est déjà à pied d'œuvre avec une rafale de nouveaux projets de loi qui pourraient considérablement remodeler le paysage juridique en matière de législation antitrust. Comme Khan l'aurait dit une fois à Coy par email, si les lois sont mal interprétées par les tribunaux, le Congrès est le seul acteur qui peut corriger les erreurs. Eh bien, figurez-vous que le Congrès n'a pas attendu la nomination de Khan, il a déjà œuvré dans ce domaine. En effet, avant même que Khan soit confirmé dans ses fonctions, le Congrès a présenté le Ending Platform Monopolies Act qui interdirait aux plateformes technologiques de posséder une entreprise en concurrence avec d'autres produits ou services proposés par la plateforme. Une telle disposition, si elle est adoptée, empêcherait par exemple Amazon de vendre ses propres produits de marque, Amazon Basics, par exemple, ou Apple de proposer, Apple Music ou Google de fournir des services de recherche spécialisés dans les voyages, les entreprises locales et les achats. C'est-à-dire que quand vous faites une recherche sur ces services, eh bien, en règle générale, qu'est-ce qu'ils mettent en priorité ? En priorité, évidemment, c'est leurs propres produits, c'est leurs propres services qu'ils mettent en priorité, en évidence, au détriment des autres. Donc ça, par exemple, c'est ce que ce projet de loi pourrait éventuellement
empêchée de la part des plateformes. Prise dans son ensemble, la législation conduirait à une plus grande réforme des lois sur la concurrence aux États-Unis depuis l'adoption des premières lois antitrust à la fin du XIXe siècle. Ont écrit les journalistes de Bloomberg David McLaughlin et Rebecca Kern. Autant dire que le projet de loi qui redéfinirait les limites de la loi antitrust américaine laisserait à Cannes des pouvoirs énormes. Et les big tech mobilisent actuellement déjà une armée de lobbyistes et de ONG soi-disant indépendantes, mais aux ordres de ces big tech pour essayer d'empêcher que cela ne se produise. Ça y est, la guerre est lancée, mes amis. Aujourd'hui, le Parlement américain, avec la FDC, sous l'égide maintenant de Lincoln, eh bien, vont être en guerre pour essayer d'éviter, pour essayer de passer sous les radars ou d'éviter des plaintes sous le coup de la loi antitrust. Donc finalement, ça rejoint ce que je vous disais depuis très longtemps, que la volonté d'un certain nombre de sénateurs comme de représentants, aussi bien démocrates que républicains, eh bien, c'est culturel aux États-Unis, ils n'aiment pas les hégémonies. Je crois me souvenir que, par exemple, j'avais pris l'exemple de Coca-Cola. Coca-Cola est une société relativement hégémonique, mais attention, c'est une société qui est soumise. C'est-à-dire que c'est une société qui fait de temps en temps un petit peu d'humanitaire, un petit peu d'idéologie, mais reste soumis à l'autorité et à l'État, à la souveraineté d'État même des États-Unis et de l'État profond. Donc c'est-à-dire qu'ils ne font pas de politique. Voilà, en gros, Coca-Cola, ils s'investissent dans des activités, des événementiels, du sport, etc. Comme d'ailleurs un grand nombre de marques de divertissement avec souvent des monopoles ne font pas de politique. En revanche, les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, qui se sont très impliqués l'année dernière jusqu'à utiliser des outils de censure sous le prétexte que ce sont des compagnies privées. Sauf que le problème, c'est que c'est des compagnies privées qui se sont octroyées le droit de supprimer un droit fondamental qui est celui de la liberté d'opinion. Et ça, évidemment, les Américains, ou tout du moins le Parlement américain, s'est bien gardé de les prévenir sur ce point et vont certainement se servir de cet élément dans certainement les mois futurs dans la situation. Enfin là, déjà, on sent que les big tech eh bien, sont dans le collimateur de la justice américaine. Autre information, ou tout du moins un ensemble d'informations qui tentent à démontrer qu'aujourd'hui, il y a bien une déliquescence ou une politisation de la justice. On a vu le fameux gifleur se prendre 18 mois de prison, 14 avec sursis, dont 4 mois, je ne vais pas refaire la même bêtise que dans l'ancienne vidéo, à un moment ma langue a fourché, j'ai dit 4 ans, non, c'est 4 mois. Il sera peut-être certainement libéré au bout de 2 mois, pour une gifle. On a appris que Thaïs Desquefond, je ne sais plus son nom de famille, enfin bref, c'est cette jeune demoiselle qui a été la porte-parole de Génération Identitaire qui, je rappelle, a été dissoute, et qui est passée en procès avec l'un de ses collègues, et qui s'est pris, elle aussi, 4 mois, alors là, beaucoup moins, mais 4 mois de prison avec sursis. J'ai envie de dire, on a aussi une autre affaire qui est en cours, qui est l'affaire Mila. Et l'affaire Mila, souvenez-vous, c'est cette jeune femme qui, dans sa chaîne YouTube, ou je ne sais plus, sur Instagram, comme ça, avait critiqué l'islam et critiqué le Coran. Ce qui avait évidemment, à l'époque, suscité pas mal de remous, l'accusant d'avoir blasphémé, l'accusant d'avoir critiqué ce qui ne doit pas être critiqué, aux yeux évidemment de certains musulmans qu'on va dire radicaux, et donc là il était en procès, sauf qu'on se rend compte que les prises de position de la justice, et qui plus est les prises de position des médias, sont extrêmement frileux. C'est-à-dire qu'on sent qu'on ne veut pas, à un moment donné, prendre parti, c'est-à-dire à un moment donné, en venir à l'évidence d'un fondamental de la République. La liberté, la tolérance, la laïcité. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout ça est mis de côté. Est mis de côté parce qu'on sort l'argument, évidemment,
comprenez, les musulmans, il y a des choses qu'on ne doit pas faire vis-à-vis des musulmans, il ne faut pas blasphémer vis-à-vis des musulmans, parce que la communauté musulmane en France, et tout le tralala, etc. Alors, c'est un argument qui peut s'entendre. Mais je rappelle que la France est basée sur un principe de république laïque, et donc, si on accède à l'avantage des uns, autant l'appliquer aussi aux autres. Respecter la religion musulmane, et bien dans ce cas-là, respecter aussi les chrétiens, les juifs, les protestants, les bouddhistes. Ce qui n'a pas été forcément le cas sur des plans politiques, idéologiques. Donc il y a un déséquilibre complet qui est en train de se faire. Et ça, j'ai l'impression qu'en fait, les bien-pensants sont en train tout simplement d'être tellement dans l'hyper-conviction d'avoir raison qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de donner du grain à moudre aux gens qui avaient jusqu'à présent la prétention de dire « Regardez, tout est en train de partir à volo, tout est en train de se détruire, tout est en train de s'effriter. » C'est-à-dire les valeurs fondamentales de la République aujourd'hui sont attaquées. C'est-à-dire qu'on n'a plus le même traitement juridique, pénal, civil, suivant les fautes commises par des individus, mais le traitement va être totalement différent selon le type d'individu. Si vous êtes un Français moyen, un anonyme, qui avait le malheur, soit par Internet ou pendant une manifestation, d'avoir commis le crime de lèse-majesté, d'avoir dit, je dis bien dit, quelque chose, ou d'avoir organisé peut-être une manifestation pour revendiquer ou dénoncer quelque chose, à juste titre, mais qui va complètement à l'encontre de la bien-pensance, eh bien il y a de fortes chances qu'aujourd'hui, vous soyez condamné. Systématiquement, automatiquement. Je n'irai pas sur les détails de ce qui est en train de se passer également sur Internet. Il faut savoir qu'actuellement, un certain nombre de youtubeurs, un certain nombre de jeunes Français connus sur la toile pour leur chaîne, que ce soit YouTube, Twitch, Instagram, Facebook et compagnie, il y a actuellement des règlements de compte qui se produisent entre différentes personnalités. Et ça finit en procès, ça finit devant les tribunaux. Et force est de constater que on a affaire à quelque chose de complètement ahurissant. C'est-à-dire qu'on a même des procès où vous avez des gens qui se comportent, mais comme des gamins. Ce sont des gamineries. Ça rejoint la déliquescence. La déliquescence de ce qui est normalement censé être mature, de ce qui est censé être logique, ce qui est censé être de bon sens, ce qui est censé être cadré. Eh ben non. On a l'impression qu'en fait, toutes les fenêtres sont ouvertes à toutes les conneries possibles et imaginables. Et y compris le fait que l'influence de la bien-pensance sur la justice, finalement, va condamner des gens parce qu'ils ont eu le malheur de dire quelque chose qui est finalement une vérité dans la société française, mais qui ne plaît pas à la bien-pensance parce que considéré comme étant une idée fasciste, d'extrême droite, raciste. Et pour vous donner la preuve de la débilité de la chose, mais que certains médias ne relèvent pas, même si certains quand même commencent un petit peu à remuer un petit peu le cocotier, on va dire, et dont CNews fait partie d'ailleurs de cette chaîne. D'ailleurs, il y a eu un sondage récemment où on a condamné CNews d'avoir donné la parole, plus la parole à des gens du Rassemblement national qu'aux autres partis. Sauf que quand on voit le tableau, j'essaie de le retrouver, je vous le mettrai ici, quand on a le tableau, on se rend compte que CNews est la seule chaîne où en effet le Rassemblement national a une proportion non négligeable, mais sur toutes les autres chaînes, qui est majoritaire en intervention? Les En Marche. Je reviendrai aussi sur ce petit, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, celui-là il est très très bon. C'est un sondage qui a été fait pour savoir quel était le pourcentage de Français qui pourraient éventuellement voter pour ces candidats. Et vous avez remarqué, ils ont mis qui? Ils ont mis Zemmour. Alors que Zemmour ne s'est pas prononcé. Zemmour s'abuse. Il laisse dire ceux qui ont des convictions de croire qu'il va y aller, alors qu'en réalité, je pense qu'il est suffisamment intelligent pour ne pas y aller. Même si certains, peut-être d'entre vous, pensent qu'il a les capacités ou les possibilités d'y aller, je dirais qu'il a en effet une proportion de capacité de galvaniser un électorat
Alors, en effet, il peut suivre, il pourrait suivre éventuellement Marine Le Pen ou je ne sais qui d'autre, mais pas en tant que candidat. C'est-à-dire qu'il a un quota, on va dire, de gens qui l'apprécient, qui pourrait en effet ne pas être négligeable pour essayer d'amener ce quota de sympathie qu'ont certaines personnes pour Zemmour vers un candidat. Bon, certains diront, de toute façon, il n'y a pas besoin d'aller chercher, il ira chez Marine Le Pen. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est certaines personnes qui le pensent, mais moi je ne suis pas là pour dire ce qu'il va faire ou non. Je dis simplement, c'est que, pour mon opinion personnelle, même si Zemmour a sans aucun doute un quota sympathie qui pourrait éventuellement être un quota électoral, il ne s'en servira pas pour aller à la présidentielle. Il sait qu'il n'en a pas la structure, il n'en a pas les moyens, il n'en a pas les investissements, il n'en a pas la logistique, et puis surtout, il n'a eu aucune expérience en politique. Il n'a jamais été élu de sa vie. Donc, je pense que sincèrement, ça serait faire affront à l'intelligence de Zemmour de penser qu'il va y aller. Mais on a quand même intégré son nom dans ce sondage. Sur ce sondage, Zemmour fait 5,5%. Alors en effet, il y en a certains qui vont dire « Ah, vous voyez, c'est ridicule ». Oui, sauf qu'ils ont mis aussi l'écolo. L'écolo est aussi à 5,5%. C'est-à-dire que si Zemmour fait 5,5% et les écolos, c'est-à-dire que là, les écolos, je dirais même que Zemmour fait plus qu'Hidalgo. Enfin, voilà pour la petite aparté assez amusante, pour mettre un petit peu en évidence ce qu'aujourd'hui, médiatiquement, on risque de voir un peu tout et n'importe quoi, pour essayer de manipuler, évidemment, les esprits, de manipuler l'opinion, sur des choses complètement, des fois certainement qui vont être complètement absurdes, mais il faut essayer de convaincre les gens de cette absurdité. Et donc, le rôle des médias aujourd'hui, on sent qu'il est fébrile. En dehors, en effet, de CNews qui donne un peu plus la parole à de la contradiction, à du débat, sur les autres chaînes, on se rend compte que c'est un peu open bar. Même si, encore une fois de plus, certaines connaissances, certains noms, journalistiques, présentateurs d'émissions, etc., commencent un petit peu à titiller ou commencent à se positionner en position neutre, essayant de jouer un petit peu la carte de la contradiction, etc. Donc ce qui prouve que déjà dans ces milieux-là, il y en a qui commencent à se dire, là ça commence à sentir le roussi. Et donc pour revenir à la justice, je ne parlerai pas de ce buzz avec Rieu, je me souviens plus, Damien Rieu. Damien Rieu, lui aussi ex-identitaire, qui s'est inscrit sur une liste RN, je ne sais plus, dans Picardie ou dans l'Oise, je ne sais plus exactement. On a eu le buzz avec Dupond-Moretti. Et Dupond-Moretti, c'est le ministre de la Justice. Et en effet, en tant que ministre de la Justice, vu le boulot qu'il y a, il veut faire campagne. Ok, mais alors dans ce cas-là, un ministre qui fait campagne, excusez-moi, c'est soit il fait campagne pour prétendre un poste, pour prétendre prendre une région, ou il est ministre de la Justice. Mais il ne peut pas faire les deux. Mais apparemment, ça ne pose aucun problème éthique. Là encore, ça rejoint ce que je disais dans mes précédentes vidéos, c'est un des points que une réforme constitutionnelle, ou voire même redéfinir ou redessiner une constitution, doit clairement établir. Les gens qui sont nommés aux affaires n'ont pas le droit de prétendre à des postes, ou à des statuts, ou à des élections, ou à ce que vous voulez. Ils doivent rester ministres. Ils ne pourront pas, ils ne doivent pas être députés, sénateurs, présidents de région, présidents de département, maire, ou je ne sais quel autre statut représentant dans l'administration, dans la fonction publique, etc. Ils doivent être exclusivement consacrés à leur fonction de ministre. On ne leur demande pas de démissionner, mais ils doivent se suspendre ou démissionner d'eux-mêmes de leur fonction. Mais ils n'ont plus ni les avantages, ni les intérêts, ni les statuts, ni les pouvoirs des postes pour lesquels ils ont été élus. Ce qui normalement a été plus ou moins en accord avec, je ne sais plus quel gouvernement, à l'époque de Hollande peut-être, je ne sais plus, ou même de Sarkozy, je ne sais plus exactement qui,
Mais en réalité, le problème, c'est que la règle fondamentale, elle a très très vite été galvaudée, modifiée, retricotée, etc., de telle manière à ce que des ministres conservent un certain nombre de positions. C'est un exemple. Donc l'exemple de Moretti, c'est ça, c'est qu'il est ministre de la Justice, et Dieu sait que la justice, aujourd'hui, il y a quand même un sacré taf. Il y a du boulot. On parle souvent de l'indépendance des magistrats. Il n'y a pas d'indépendance des magistrats. Oui, il y a des magistrats qui sont indépendants. Mais il y en a d'autres qui se laissent très facilement tenter par des carrières politiques. Parce que c'est des gens qui ne veulent pas rester dans la magistrature, qui ne veulent pas rester forcément dans la justice, qui se servent de leur positionnement, qui se servent de leur stature dans la justice pour des ambitions politiques. Et donc quand on a des ambitions politiques, et bien forcément, on finit par coller à des idéologies. C'est humain. Donc dire que la magistrature est indépendante, elle l'est sur le papier, pas dans la réalité. Vous savez, c'est exactement pareil aux États-Unis. Aux États-Unis, un juge ou un procureur, ils sont nommés avec une fonction bien définie, avec un rôle défini, avec une responsabilité définie. Mais en règle générale, il y a une très grande chance que ces gens aspirent à un moment donné, surtout dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, à des ambitions politiques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve très souvent dans les positions, soit au niveau des secrétariats, des administrations, des parlements, ou même au niveau des États, au niveau des gouverneurs, qu'est-ce qu'on retrouve en général? Ce sont des gens qui sont issus de la justice. Ce sont des avocats, c'était des procureurs, c'est des procureurs généraux, c'était même des fois des juges. Donc voilà, je veux dire, on le sait, ça existe. Sauf que, évidemment, on essaie de glorifier, de maintenir l'image d'indépendance de la justice, etc., alors qu'en réalité, tout le monde sait que non. Il y a dans certaines affaires des conflits d'intérêts. Dans certaines affaires, il y a des influences. Qu'aujourd'hui, que ce soit privé ou public, il y a des personnalités, il y a des intérêts qui doivent être protégés, parce que sinon, ça risque de faire des foins. Parlons de justice. Regardez les affaires de pédophilie. Comment ça se fait que l'affaire Epstein n'a pas déclenché quelque chose en France, alors que Dieu sait qu'il y a des liens. Il y a eu des liens de cause à effet. L'affaire Duhamel. L'affaire Duhamel a disparu aujourd'hui des médias. Vous avez encore quelques presses qui font des petits rappels, mais on ne parle plus de l'affaire Duhamel. On ne parle plus des révélations qui ont été faites. Alors que l'opinion, vous êtes en droit de dire, attendez, où est-ce qu'on en est là de cette affaire-là de partout entre parents, enfants, gamins, etc. Là, où est-ce qu'on en est? La justice suit son cours. C'est une phrase qu'on utilise très souvent pour dire au peuple, on dit, la justice fait son travail. Donc n'y regardez pas, et à la limite, nous n'avons pas à vous rendre compte de la situation, de l'évolution de l'enquête ou de l'évolution de l'affaire. C'est la justice. Alors en effet, qu'on protège l'intégrité des enquêtes, l'intégrité de recherche de la vérité, soit. Mais médiatiquement, je pense que les médias ont un rôle aussi, à un moment donné, de faire un suivi, de dire, ne vous inquiétez pas, l'enquête suit son cours, il va y avoir des interrogations, il va y avoir des réponses à trouver auprès de témoignages, auprès de personnes qui vont être peut-être mises en examen et qui vont devoir s'expliquer devant la justice. Sauf que ça tarde. Ça tarde, ça traîne. D'où la raison pour laquelle, finalement, quand vous avez des personnalités, des intellectuels, etc., qui commencent à dire « oui, mais attendez, dire que la justice n'est plus la justice, qu'on n'a plus de la confiance, faut pas avoir ça, ce sentiment, c'est complotiste. » Non, c'est pas complotiste. Il n'est pas complotiste de se poser les bonnes questions. Il n'est pas complotiste à un moment donné de remettre en question des institutions parce qu'elles ne fonctionnent pas dans une intégrité, dans une équité, dans une égalité de rendu compte, de résultats. Et ça, de plus en plus, on le voit. On le voit sur les chaînes de télé, on les voit sur les plateaux, les débats
Vous avez toujours le bon vertueux qui se positionne et dit « Oui, non, vous n'avez pas le droit de dire ça. » Comment ça, on n'a pas le droit de dire ça? Ben non, vous êtes en train d'attaquer la Bible, vous êtes en train d'attaquer la religion, d'attaquer le dogme. Mais justement, parce que c'est dogmatique, il y a un moment donné, il faut savoir le remettre en question. Et le fait que si c'est dogmatique, donc ça veut dire qu'on estime que c'est un bien fondé. Donc dans ce cas-là, on argumente pour légitimer et renforcer le bien fondé. Sauf qu'est-ce qu'on constate? On constate que les gens qui veulent défendre bis sur l'ongle ce qu'on remet en question ne se rabaissent même pas à justifier, ne se rabaissent même pas à démontrer, ne se rabaissent même pas à expliquer. Ils se positionnent comme le prêtre, le pape, qui défend un dogme qu'on n'a pas le droit de remettre en question. C'est ainsi, donc, fin de discussion. Sauf que là, le coup du fin de discussion, aujourd'hui, ça passe de moins en moins. Et ce comportement qu'ont ces gens, eh bien, à un moment donné, c'est considéré comme un crachat, c'est considéré comme une insulte par une partie du peuple. Et ce peuple, à un moment donné, va dire « Ok, puisqu'apparemment vous nous prenez pour de la merde, eh ben, on ne va pas vous louper. » Alors, pas vous louper, ça veut dire quoi? Dans les urnes, on va voter Rassemblement National. Même si Rassemblement National, c'est peut-être pas forcément la solution, mais si jamais Marine Le Pen est élue, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Toute la sphère, tous les milieux, toute l'opinion de gauche, etc., bien endoctrinée, etc., qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont foutre le chaos dans le pays. Parce qu'il est inadmissible que Le Pen soit élu démocratiquement. Donc si on remet en question le fait que Marine Le Pen est élue démocratiquement, ben dans ce cas-là, la République est morte. Il n'y a plus de République. Il n'y a plus de démocratie. Et là, on va droit à la guerre civile. C'est une évidence. Et force est de constater que le danger, c'est que si Macron se représente pour son second mandat, et qu'on se retrouve encore une fois de plus en 2022 à cette confrontation guignolesque Macron-Le Pen, bah, l'un ou l'autre, de toute façon, ça va être le feu. Il faut une alternative. Maintenant, tout de suite. Sauf qui peut représenter l'alternative aujourd'hui? C'est tout le problème. Et j'ai envie de dire que si aujourd'hui des jeunes, parce qu'ils ont l'audace, parce qu'ils ont le pragmatisme de remettre un certain point de réalisme sur un certain nombre de sujets, mais qu'on accuse d'être des identitaires, d'être de l'extrême droite, d'être des racistes, d'être du parti de la haine, il y a un moment donné où ce discours ne fonctionne plus. Parce que, au bout d'un moment, les gens se rendent compte que dès qu'on remet en question, dès qu'on pose même, ne serait-ce qu'une question, ou qu'on mette une évidence d'injustice, d'illogisme, de manque de bon sens, d'approximation, de radicalité dans l'opinion, qui n'en est pas une, mais plutôt une doctrine idéologique, eh bien on se fait accuser d'être un facho. Je terminerai avec cette intervention, qui est passée un peu inaperçue d'ailleurs, dans les médias français, une interview de Barack Obama pour la chaîne CNN. Et dans cette interview, à un moment donné, il dit ouvertement que tout ce qui est en train de se passer de façon radicale au sein de ce qu'on appelle les woke, de tout ce qui est en train de se passer dans cette culture de la cancel culture, eh bien n'est pas bon. Tout radicalisme n'est pas bon. Parce que le radicalisme va à un moment donné amener la violence. Parce que la violence, elle va forcément naître de ce sentiment que vont avoir un certain nombre de gens qui ne sont pas forcément des gens républicains ou conservateurs, etc., mais qui pensent qu'il y a quand même un certain juste milieu à trouver et éviter d'aller emmerder le monde sur des sujets qui n'en sont pas. Je veux dire, déboulonner une statue de Lincoln parce que c'est une statue qui gêne, qui dérange, parce que c'était un président blanc d'une époque esclavagiste,
tout ce qui est blanc, ah, c'est pas bien, c'est moche. Toute cette cancel culture, toute cette manipulation, cet extrémisme progressiste qu'il y a dans les universités commence à porter très fort préjudice à la réputation même de ces universités américaines. Ben, il y a un moment donné où, en effet, il y a un risque qu'on radicalise dans la société américaine des individus qui vont en avoir marre, qui vont en avoir gros sur la patate, de se faire constamment insulter, de se faire constamment conspuer, d'avoir des gens qui vont les mettre devant des tribunaux pour des conneries. Tout simplement parce que Barack Obama, dans ce qu'il a expliqué, sous-entend que là, on est en face d'un autre fanatisme qui risque d'être très dangereux. Tellement dangereux que les Texans, à partir du 1er septembre 2021, vont être aux anges. En effet, le gouverneur du Texas a signé un décret qu'à partir du 1er septembre 2021, il ne sera plus obligatoire d'avoir un permis de port d'armes ou même d'avoir une licence pour porter une arme de poing uniquement, pas les mitrailleuses, non, armes de poing. Hein, donc, armes de poing, hein, vous avez quand même différents modèles. Hein, vous pourrez le porter sans licence et sans permis. Alors, ce qui est c'est une information que j'ai vu dans les commentaires des Texans qui disaient « mais moi je suis du Texas, etc. Ça ne changera pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'Américains au Texas qui ont leur propre arme toujours à la ceinture. » Alors, moi qui suis français, c'est vrai que... Alors, en Caroline du Nord, c'est pas tellement flagrant. Par contre, en Caroline du Sud, qui n'est pas très loin, hein, quand on va en Caroline du Sud, là, par contre, oui. Là, c'est assez fréquent qu'on croise des gens qui ont le gun à la ceinture. Après, c'est pas un constat péjoratif que je fais, hein, puisque moi, je pars du principe que tous les problèmes d'armes aux États-Unis, ce n'est qu'une infime minorité d'individus. Une grande majorité d'individus qui possèdent des armes sont des gens qui portent des armes de façon responsable. Malheureusement, on ne peut pas tout contrôler dans une société, et comme en France, c'est pareil. Même si en France, vous n'avez pas forcément des armes, force est de constater que même quand il y a des armes qui se baladent, il y a toujours des connards pour s'en servir pour des mauvaises raisons. Hein, donc voilà, je veux dire, c'est... Mais ceci dit, quand vous avez un État du Texas, qui est quand même le Texas, hein, le Lone Star, j'ai envie de dire, c'est un signe. C'est un signe qui est très clairement envoyé aux WOC pour leur dire, écoutez, si vous voulez foutre le bordel en Californie, si vous voulez foutre la merde en Oregon, ou si vous voulez foutre en l'air l'État de Washington, ou détruire les grandes mégalopoles ou les États où vous êtes quand même bien placés parce que vous avez quand même une prédominance de progressistes au pouvoir, que cela ne tienne, faites ce que vous voulez. Mais dans le Texas, pas touché. Et vous avez pas mal d'États du Middle West qui pensent la même chose. Donc ça promet des jours pas forcément très pacifiques, on va dire, dans l'histoire. Mais, comme je vous l'ai dit, le fait que ça soit Obama, lui-même, qui tire la sonnette d'alarme sur le radicalisme, le fanatisme même de la part de certains WOC, c'est bien la preuve que peut-être la fin de partie n'est plus très loin pour ces progressistes fanatiques, et qu'il va y avoir un événement aux États-Unis qu'il va falloir affronter, mais il va falloir l'affronter dans une Amérique unie, dans une Amérique soudée, et que ces WOC, aujourd'hui, n'ont pas leur place dans ce projet. Voilà pour cette vidéo. On y reviendra de toute façon sur ces problèmes de justice en France, parce qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. L'idée qu'il puisse arriver aussi en France quelque chose d'assez grave, comme ça a été le cas pour Hollande, comme ça a été le cas pour Sarkozy, genre attentat ou genre prise d'otage, avec évidemment toujours cette petite mouvance islamiste. Quoique en ce moment on aime bien trouver plutôt des terroristes d'extrême droite, parce que ça arrange. Ça encore, c'est génial, c'est tout d'un coup, à la veille d'une élection, tout d'un coup on découvre des terroristes d'extrême droite, on découvre des gangs, des groupes armés, prêts à faire des révolutions, des coups d'État et tout.
alors que ça a toujours existé, toujours. Mais ils sont infimes, voilà, c'est pareil. C'est-à-dire que on prend le système très américain de petit événement, peut-être grave, mais petit événement, et on en fait des tonnes pour faire peur, pour faire prendre conscience à l'opinion. Regardez, mon Dieu. Alors qu'en réalité, ces trois gugus, ces trois tondus, qui... D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Il n'y aura pas de vidéo ce week-end parce que je travaille. En plus, c'est la sortie de Top Gun Maverick. Donc on risque d'avoir du taf. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.